Alors aujourd'hui, on est ensemble pour lancer un nouveau format de travail pour le Erdchef, où le Erdchef invite des experts, des personnes engagées dans les thématiques de la bifurcation écologique pour pouvoir aborder simplement tous les changements qui nous semblent importants à enclencher dans la société luxembourgeoise pour pouvoir créer davantage d'autonomie pour les citoyens et aussi améliorer les conditions du vivre ensemble au Luxembourg. Donc ce premier forum citoyen, première conférence participative en ligne, on a choisi le thème du rouler léger, donc pour pouvoir aborder le thème de la mobilité qui est quand même central au Luxembourg. Au Luxembourg, on aime bien avoir notre voiture, on aime bien, c'est un peu une partie de l'identité des résidents du Luxembourg, la voiture, et c'est pas du tout évident à ouvrir ce débat pour faire avancer un petit peu cette position de la voiture au Luxembourg. Mais voilà, on se lance ce défi d'aborder ce thème comme beaucoup d'autres, et on est content d'avoir des invités qui eux aussi s'engagent pour faire évoluer la vision qu'on peut avoir de la mobilité au Luxembourg. Donc, voilà, donc nos invités aujourd'hui, nous avons Lorenz Leimgruber, qui est le concepteur du Mosquito, qui est avec nous. Bonjour Lorenz. Nous avons Matthias Fritsch, qui est architecte urbaniste, et Peter Hecking du Climat Agence, et puis Monsieur Fuchs qui a une société impact sociétal, si j'ai bien compris, qui s'appelle Upcycle, mais il va nous la présenter. Merci à vous quatre d'être là. Le Erdchef va dire juste quelques mots sur qui nous sommes. Alors, le Erdchef, c'est avant tout un bâtiment qui est né d'un rêve de différentes personnes qui chacune rêvait de se lancer dans un projet pour imaginer un bâtiment totalement autonome. Et de ce rêve individuel, et s'est transformé au fur et à mesure que les gens ont continué à rêver, n'ont pas lâché l'affaire. C'est transformé en une utopie collective. Et ensemble, ils ont construit ce bâtiment qui aujourd'hui est sur le terrain du lycée du Rédange-Attert. Et j'ai appris que M. Fuchs a participé au chantier. Donc, j'étais assez émue de savoir qu'un de nos invités avait participé à ce chantier. Il pourra nous en dire quelques mots. Aujourd'hui, le Erdchef, c'est toujours un bâtiment, mais c'est aussi une ASBL qui essaie de continuer à faire vivre toutes ces thématiques, toute cette utopie collective, pour qu'on continue à rêver ensemble, mais aussi pour qu'on mette en place des actions citoyennes permettant de faire en sorte que la bifurcation écologique gagne du terrain et permette aux gens de gagner en autonomie et en bien-être. Voilà, c'est un peu nous. Alors, il y a Tariq qui est avec nous. C'est le coordinateur pédagogique qui gère tout ce projet. Moi, j'ai rejoint l'équipe en septembre. Et Jérôme, que vous avez, certains d'entre vous ont également eu des contacts avec lui, et la troisième personne qui travaille au Erdchef. Donc voilà, nous sommes trois pour l'instant au Erdchef à travailler. Comment va se dérouler cette conférence participative, ce forum expert citoyen? D'abord, les invités vont quand même se présenter pour nous expliquer ce qu'ils font au Luxembourg et sur quoi ils travaillent actuellement. Après, chaque invité, on s'est réparti un petit peu les résultats. Ce sont eux répartis les résultats du questionnaire, donc les réponses que les personnes ont apportées. Nous avons eu 31 personnes qui ont participé. Il y avait 12 questions en tout. Donc voilà, on a ressorti les grandes thématiques et chacun des invités va exposer les thématiques qui sont aussi liées directement à ces thématiques dans lesquelles il s'engage. Et après, bien entendu, des invités, un grand merci d'interagir à chaque fois, de ne pas hésiter à poser vos questions, à donner votre avis pour chacune des présentations, de manière à ce qu'on puisse vraiment profiter aussi de cet échange pour avancer sur cette thématique. On a prévu d'être ensemble une petite heure. Si ça déborde, les personnes qui ont quelque chose d'autre, bien entendu, on comprendra que vous quittez la réunion, il n'y a aucun souci. Et pour les autres qui ont un peu plus de temps, on va voir. Mais ça ne va pas déborder de 2 heures, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup d'être là. Voilà, maintenant, très rapidement, les grandes thématiques qu'on a dégagées de vos réponses, les réponses des 31 personnes qui ont participé, c'est le fait que oui, partager un véhicule, pourquoi pas, mais bon, il y a quand même des réserves sur la faisabilité et l'accessibilité de cette option.
Après, ben, les mobilités alternatives qui ne semblent pas, les personnes dans leur réponse restent quand même très attachées, ou peut-être il n'y a pas d'autres, peut-être beaucoup d'autres alternatives. C'est ce que dit notre thématique 3, c'est que si on ne prend pas le véhicule, ben, on va prendre son vélo, on va marcher, on va prendre les transports en commun. D'autres thématiques semblent difficiles encore à imaginer pour les 31 personnes qui ont répondu. Et il y avait aussi tout un volet assez intéressant sur l'espace urbain, où les personnes étaient plutôt d'accord que moins de places de parking et plus d'espace pour le vivre ensemble et pour que les enfants jouent dehors et pour qu'il y ait tout simplement plus de vie dans les rues serait tout à fait quelque chose à imaginer, et que ça pourrait être très agréable pour augmenter le bien-être au Luxembourg. Voilà, donc je vais maintenant, les orateurs, commenter les thématiques qui ressortent de l'analyse, et nous allons commencer par Peter Reking du Climat Agence. Voilà, tu as la parole. Bonjour à tous. Je vais me présenter rapidement. Donc, mon nom, c'est Peter Reking. Je suis chargé de projet à la Climat Agence depuis 1 an et demi. Je travaille majoritairement sur tout ce qui est la mobilité électrique. Donc, j'accompagne et j'essaie d'inciter les communes à installer plus de bornes de charge pour les véhicules électriques. Évidemment, dans la Climat Agence, on a encore d'autres équipes. On est aujourd'hui une bonne quarantaine d'employés. Par exemple, on fait la gestion du Climat Pacte pour les communes. Dans ce Climat Pacte, il y a évidemment une bonne dizaine, quinzaine de mesures qui visent tout ce qui est mobilité. Ça varie de la mobilité des employés communaux, aménager des rues sans les emplacements parking, faire installer des pistes cyclables. Donc, il y a vraiment une grosse panoplie de mesures qui est repris dans ce Climat Pacte. Toutes les communes au Luxembourg, donc les 100 communes, participent à ce Climat Pacte. Donc, ils ont aussi des obligations dans ce sens de respecter les critères demandés et de réaliser des projets qui vont dans ce sens pour évidemment soutenir la mobilité douce et la mobilité active. Voilà, ça c'est un peu de mon côté. Je ne sais pas si on veut terminer d'abord le tour de présentation ou si on commence directement avec les questions. Vous êtes en mute. Oui, pardon. Tu peux commencer ta présentation, puis chacun se présentera quand il aura la parole. Parfait. Donc voilà, la première question, c'était surtout sur le sujet du car sharing. Donc, on a vu dans les résultats du questionnaire que il y a quand même 70% des répondants qui ont annoncé qu'ils utilisent quasi jamais tous les sièges ou la capacité de leur coffre. Donc, déjà que ça veut dire que les gens, ils ont de toute façon des voitures qui ne sont pas nécessairement la bonne adaptées à leurs besoins. Et je pense que la majorité des gens sait aussi que les voitures sont quand même, ils passent 90 ou plus % du temps à l'arrêt. Donc c'est vraiment, ça prend beaucoup de place. C'est des ressources qui ne sont pas utilisées. Et là, évidemment, la solution pourrait être le car sharing. Il y a déjà des acteurs au Luxembourg que vous connaissez sûrement. Et je pense que quand on voit un peu l'évolution de ces deux entreprises qui sont actives, on voit qu'il y a une demande qui existe et qui est en train de croître, mais il y a quand même des limites, et je pense que c'est surtout lié moins à l'opinion des gens qui utilisent quand même de plus en plus ces voitures, mais c'est une question géographique. Le Luxembourg n'est pas une grande ville où les gens ils peuvent conduire d'un quartier à l'autre, laisser la voiture pour un prochain utilisateur qui pourra la prendre dans 20 ou 30 minutes. Mais la majorité du Luxembourg, il va se déplacer au centre-ville le matin et il retourne le soir dans le village. Donc ces voitures, un peu comme on le constate sur les vélos de location, tout ce qui est en périphérie de la ville, pendant la journée, il n'y a presque pas de vélos, parce que tous les vélos, en journée, ils sont en ville. Et le soir, c'est l'inverse, c'est que sur le Kirchberg, le soir, on ne trouve plus aucun vélo, parce qu'ils sont tous partis avec les gens dans les villages alentours de la ville.
Donc ici, on a un peu un problème, c'est que les car sharing qu'on a aujourd'hui au Luxembourg, qui n'est pas free floating, comme on dit, donc il faut ramener aussi la voiture à l'endroit de départ. Et si on prend une voiture pendant toute la journée, évidemment, ça va entraîner des coûts qui sont quand même limite le même prix que, je veux dire, acheter une voiture ou avoir une voiture, voire plus haut même. Donc, je pense que ça, c'est un peu un problème géographique aussi, économique pour les acteurs. Mais on voit quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent ce genre de solution. Après, le problème avec les départs ou les places de parking fixes des prestataires actuels, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement proches de chacun. Donc, si on veut faire ses achats, il faut d'abord aller à pied ou en vélo à la station, prendre une voiture, faire ses achats, déposer les achats chez soi, ramener la voiture à la place de départ. Donc, c'est pas très pratique. Je pense que c'est un très bon point de départ, mais il faudra voir comment aussi cette offre va se développer dans le futur. Ça reste quand même un projet qui est assez récent dans ce sens, donc on verra comment ça continuera. Donc, je pense que ça nous ramène directement un peu au deuxième point aussi, c'est que quelles sont les alternatives à la voiture. Donc, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont choisi pour le vélo, la marche à pied ou les transports en commun. Euh, on voit surtout une grande croissance dans les transports en commun depuis que, un, c'est gratuit, deux, depuis qu'il y a le tram en ville qui a quand même un peu mieux organiser le flux de personnes en ville et en périphérie et qui le fera de plus en plus avec les nouvelles lignes qui se rajoutent. Euh, mais je pense que c'est aussi une réalité que si on sort la périphérie de la ville de Luxembourg, prendre le vélo, surtout pour les trajets professionnels, si on doit, euh, je veux dire, si on doit parcourir des routes nationales ou autres entre deux villages, c'est très dangereux. La marche à pied, évidemment, ça a ses limites aussi. Je pense dans le centre-ville et dans les alentours, évidemment, c'est une très bonne option. Mais vu qu'on est un pays assez rural, les chemins qu'on peut faire à pied sont géographiquement limités. Les centres d'activité sont souvent même en dehors des villages. Donc, faire ses achats à pied ou autre, c'est soit impossible, soit très, très dangereux. Et je pense que la solution pour promouvoir ce genre de choses, bah, surtout le vélo, les vélos mobiles, les vélos cargo ou les vélos électriques ou autres, c'est évidemment l'infrastructure des pistes cyclables qui doit être fortement renforcée. Il y a des efforts qui sont faits par le gouvernement qu'on voit de plus en plus, mais évidemment, planifier une piste cyclable, ça prend du temps, il faut des autorisations. Je pense que c'est des projets qu'on peut poursuivre un peu dans les médias, par exemple la piste cyclable entre Cocochire et Luxembourgville. C'est souvent des projets qui sont un peu accompagnés par beaucoup de discussions des deux côtés. Mais évidemment, il y a des gens qui disent oui, mais les gens avec les vélos, ils peuvent rouler sur la route. Les autres disent oui, mais on ne peut pas enlever des arbres pour 5 personnes qui vont utiliser cette piste cyclable. Mais je pense que si on sort un peu du pays et on va aux Pays-Bas, on va au Danemark ou d'autres grandes villes, je pense que Paris, c'est un très bon exemple aussi, qui ont vraiment fait demi-tour sur leur politique de mobilité. Il y a des pistes cyclables partout. Ils ont fermé des rues qui ne sont uniquement passables par des vélos. Donc, je pense que si on veut et si le soutien politique est là, ça peut déjà faire beaucoup. Mais d'un autre côté, il y a quand même un grand égoïsme du côté de beaucoup d'automobilistes, surtout dans la rush hour le matin et le soir. Je vois ça tous les jours. Tous les jours, je fais 20 km de vélo, donc 10 km un aller, 10 km le retour. C'est des rues cyclables, c'est des pistes cyclables et j'ai quand même 2, 3 fois par semaine où je me fais presque écraser. Et quand je dis presque écraser, je veux dire qu'on est à 10-20 centimètres de la voiture. Donc ça reste compliqué et je pense que les gens seront aussi prêts si l'infrastructure est là, parce que je pense que les vélos,
entre-temps avec les vélos électriques qui deviennent de plus en plus abordables, les vélos cargo qui sont fortement soutenus aussi par l'État luxembourgeois. Sur ce côté-là, tout est là. Maintenant, il faut l'infrastructure qui, évidemment, qui va plus loin qu'un un peu de peinture blanche sur le sol. Il faut vraiment de l'infrastructure dédiée qui est protégée surtout de la circulation automobile. Et je pense si tout ça est en place, évidemment, beaucoup plus de gens seraient aussi prêts à utiliser le vélo ou les cargo bikes ou des vélos mobiles ou voire même aller à pied euh, pour se déplacer parce qu'ils ne doivent pas avoir peur de ne pas rentrer le soir à la maison. Voilà, je pense que ça c'est un peu mon point de vue sur ces points. Maintenant, si vous avez des commentaires, des questions ou autres, évidemment, n'hésitez pas à les faire entendre. Merci, Peter. Les personnes qui sont avec nous, est-ce que vous voulez bien vous présenter et puis peut-être nous donner aussi votre avis sur la première présentation? Je peux commencer. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Ricardo Poera. Je suis chargé de projet auprès du syndicat de communes ProSud. Donc, on gère aussi la biosphère Minette. Et on a justement un projet qui aborde la cyclability. On est également en train d'aborder la question de l'infrastructure. Donc, je ne peux que rejoindre Peter dans ses arguments. Je pense que c'est vraiment la question d'aider les communes améliorer l'infrastructure qui va vraiment motiver après les utilisateurs à venir parce qu'effectivement, on peut avoir les vélos, ils peuvent être très bien équipés, très pratiques, mais si on ne se sent pas en sécurité, ça n'a aucun sens de sacrifier le confort de la voiture. Donc là, je rejoins parfaitement Peter. Merci pour le partage. Quelqu'un d'autre veut réagir? Oui, moi je veux bien dire un mot. Oui. Donc bonjour à tous. Moi je suis Tariq Bouriachi. C'était moi qui avais lancé l'année dernière cette idée de mettre le focus sur la question de la mobilité dès le début des activités du Earthshop. On l'a dit tout à l'heure, le Earthshop est un bâtiment. La raison pour laquelle il a été construit, c'est qu'en fait, il a été constaté que la question de l'industrie, de la construction au Luxembourg et de notre relation à l'habitat était un des gros points noirs de la transition ou du mouvement de la transition au Luxembourg. Et le second point noir de la transition, c'est justement la question de la mobilité. Et donc, il était important pour nous de mettre au cœur cette thématique dès notre première année d'activité. Et c'est la raison pour laquelle on avait lancé donc cette recherche collaborative pour essayer de faire le design d'un véhicule ou en tout cas un cahier des charges. Et ça avait abouti sur le choix de la technologie Mosquito, dont Laurence va nous parler tout à l'heure probablement. Avec cette idée donc de la construire dans le cadre d'un chantier participatif et d'ouvrir en fait la possibilité aux citoyens d'auto-construire leur véhicule et de participer à un élan de co-design avec d'autres citoyens, ce qui permettait en fait de réfléchir à notre relation à la mobilité par l'action. Par la construction et d'intégrer une communauté qui, je l'espère, cette année va se développer autour d'une mobilité qui soit à la fois soutenable et compatible avec la démarche low-tech et une inscription dans l'économie circulaire. Et donc cette année, un des grands chantiers, ça va être de faire en sorte que le Mosquito électrique qui a été construit en 2024 se part d'un carénage
justement pour adresser les problèmes à la fois de confort liés aux intempéries de la région, mais aussi de sécurité, puisque le carénage est aussi censé apporter une sécurité. L'autre grand chantier, c'est la modularité autour du véhicule. Et ça, Lorraine s'en parlera plus que moi, puisqu'il a développé une remorque autoportée pour pouvoir justement apporter une dimension modulaire au véhicule. Et c'est un petit peu ce qu'on fait au Airchef autour de ça. Donc, il y a eu cette période recherche citoyenne et construction d'un prototype, amélioration continue du prototype. Et là, on rentre dans la phase citoyenne pour pouvoir en faire pour pouvoir participer en fait aux discussions publiques autour d'un transport qui serait soutenable. Merci Tariq. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Oui, Mathias, mets juste ton micro. Oui, voilà, donc non, mais je rejoins tout ce qui a été dit, aussi ce que Peter a dit. Moi, je voulais juste faire un petit, bon, c'est un peu vers l'absurde, mais juste pour dire, à New York, entre 2014 et 2019, donc en 5 ans, ils ont construit à peu près 600 km de pistes cyclables. Donc, parce que là, à un moment donné, ils ont décidé que Times Square allait devenir piéton. Et donc, quand il y a une volonté politique, on peut aller très très vite en fait. Et au Luxembourg, je pense que c'est ça un peu le gros souci, c'est qu'on veut contenter tous les usagers. Et en essayant ça, on n'a pas vraiment une situation très claire, surtout dans les villes. Donc on a un mélange chaque fois entre piétons, cyclistes, bus, voiture, et ça, c'est vraiment quelque chose qui finalement n'est satisfaisant pour aucun usager. Merci Mathias. Nico a aussi levé la main, je te donne la parole. Oui, bonsoir. Oui, en fait, Nicolas Leritz, en fait, j'interviens ce soir en tant que citoyen, même si je suis un petit peu impliqué dans Airchef aussi. Mais moi, je représente un peu les frontaliers qui font beaucoup de kilomètres par jour. Donc, je fais à peu près 100 kilomètres par jour. Et je me laisserai séduire par une mobilité douce. Mais pour l'instant, j'ai été séduit par rien, en fait. Il n'y a aucun moyen qui rentre dans ma configuration. J'ai beaucoup de kilomètres, je suis pressé. Donc, j'ai besoin d'un moyen de locomotion qui va assez vite, hein, pour ne pas perdre de temps dans mes journées qui sont relativement bien chargées. Et pourtant, j'ai ce désir de trouver un objet, un moyen de locomotion. Ça peut passer par les transports en commun qui pourraient répondre à mes besoins. Pour ça, je suis très attentif à ce que vous allez tous dire ce soir. Et ça m'intéresse beaucoup, cette discussion. Voilà. Donc, j'attends qu'on me propose, ça serait bien si ce soir, je pouvais trouver une solution. Une grande responsabilité que tu nous donnes. Merci pour ta contribution. Je propose, si vous êtes d'accord, de donner la parole à Laurence, qui va... C'est bon? Voilà, Laurence, tu as la parole. Merci Monica. Bonjour à toutes et tous. Vous pardonnerez mon éclairage, mais moi je suis en autonomie électrique, alors on n'éclaire pas beaucoup, voilà, c'est comme ça. Tu as vu, tu dis que tu es en économie, il y a tout qui s'efface. Qu'as-tu fait? Oui, alors ça c'est pas moi, parce que mon panneau solaire n'alimente pas jusqu'au Airchef, malheureusement. Non, je rétablis tout ça tout de suite. Je te laisse la parole, hein. Je rétablis tout ça tout de suite. Peut-être ce qui me décrit le mieux aujourd'hui, c'est de savoir qu'en 2020, suite à plusieurs changements de vie et un accident de moto, je me suis lancé dans ce que j'ai pompeusement appelé une nouvelle vie heureuse et durable. Voilà, en ingénierie, on fait pas de poésie, hein, nom égale fonction, donc c'était un peu le but, à la fois heureux, si possible, et puis durable, parce que sinon, c'est pas possible. Et depuis début 2020, je suis dans le Jura français, à 2 pas de la frontière suisse. Je suis suisse d'origine.
Et à peu près depuis cette période, je n'aimais plus que les fameuses 2 tonnes de CO2 équivalent cible par année. Donc, on peut dire en fait que je ne participe plus au réchauffement climatique. Et la bonne nouvelle, finalement, c'est que j'ai jamais aussi bien vécu. J'ai jamais eu autant de temps libre, j'ai jamais été aussi libre. Donc voilà, je dis pas que c'est comme ça que tout le monde va vivre prochainement, mais en tout cas, une partie, je pense, c'est une possibilité parmi d'autres de ce qui pourra faire le futur, donc pour être un peu plus encourageant que ce qu'on voit habituellement. Mais avant ça, moi, comme je vous l'ai dit, je suis ingénieur système avant tout, bien que spécialisé en mécanique. Et l'ingénieur système, finalement, c'est un peu un généraliste. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé parce que c'est quelqu'un qui doit réfléchir large, réfléchir en dehors de la boîte et questionner le système dans son ensemble. C'est pour ça que moi, je trouve toujours intéressant quand on questionne des personnes qui aujourd'hui sont soumises à un système pas durable, leur demander quels sont vos besoins. Bon, ben, aujourd'hui, je suis pas durable, donc j'ai des besoins de quelqu'un qui est pas durable. Est-ce que ce sera les besoins du futur? C'est là qu'il faut se poser la question. Et c'est aussi, finalement, questionner ses besoins, c'est une logique marketing. Hein, c'est ce qu'on apprend dans les écoles de commerce. Il y a telle demande, on répond, il y a tel besoin, on répond avec telle offre. Bon, ça, d'accord, c'est ce qui nous guide depuis un siècle, si ce n'est plus, mais est-ce que c'est vraiment partie de la solution, tout ça, ou est-ce que ça fait partie du problème? Et finalement, la question un peu ce soir, c'est est-ce qu'il est possible de tout changer sans rien changer? Entre guillemets, est-ce qu'il est possible de changer de véhicule et les infrastructures, mais garder le même mode de vie, les mêmes habitudes? Bon, à voir, hein, tout ça mérite à creuser. Vous voyez que le problème est peut-être un peu plus grand que ce qu'on serait tenté de l'imaginer au premier abord. Et puis, juste pour finir sur ces questions, c'est qui a dit un jour qu'on allait chauffer un endroit où on dormirait la nuit et on mangerait le matin et le soir, et chauffer un autre endroit dans lequel on serait 8 heures par jour pour travailler? Et qui a dit que ces 2 endroits seraient distants des fois de, combien vous m'avez dit, monsieur, 50 km? Vous voyez, là, tout ça, c'est vraiment des choses qui nous concernent directement, et je pense que malheureusement, on ne résoudra pas le problème si on n'attaque pas ces questions. Mais bref, ce soir, je suis là pour vous présenter un véhicule qui s'appelle le Mosquito, parce qu'il a été inventé par 2 frères aux alentours de 2010. Et eux, ils venaient de l'aviation, et le Mosquito a été un fameux avion en bois. Comme quoi, avec du bois, on peut faire plein de choses. Hein. On a beaucoup volé avec du bois à une certaine époque. Et eux, leur but, c'était de créer voilà, un tricycle en position allongée, confortable, avec une géométrie tout à fait stupéfiante pour les mécaniciens comme moi, quelque chose de très novateur, très malin, assez naturel finalement. Et tout ceci aujourd'hui est développé dans le cadre de l'extrême défi de l'Agence de la transition écologique en France, qui finance en partie une 50aine d'équipes aujourd'hui qui développent tout un véhicule différent dont le but est d'être entre le vélo et la voiture. Parce que la voiture, on la connaît bien. Hein, une voiture, moi, quand j'y pense, je verse toujours une petite larme parce que le rendement d'un moteur thermique, c'est à peu près 25%. Hein, il y a 75%, 75% qui part en chaleur. Et en plus, sur une voiture d'1,5 tonne, en général, on transporte une personne. Donc, ça veut dire même pas 10% de cette masse, même pas 150 kilos, hein, sans doute encore la moitié. Peut-être 70, 75 kilos. Donc, en fait, il n'y a que 1/20 de la masse qui est déplacée, qui est réellement utile. Et ça, c'est quelque chose d'assez terrible. Et si on multiplie simplement les 25% de rendement du moteur par le 1/20 de rendement utile, eh ben, on arrive à moins de 2% de rendement. Donc, c'est des approximations assez grossières, mais qui sont quand même justes. Hein. Vous pouvez me faire confiance, vous pouvez faire le calcul vous-même si vous voulez, mais on est dans cet ordre de grandeur-là, tout à fait. Donc voilà, moins de 2% de rendement, c'est quand même quelque chose de fou. Hein. Alors, avec la voiture électrique, on améliore un peu ça. Disons qu'on va multiplier ça par 3. Donc on passe à 6% de rendement. Sauf que des fois, les voitures électriques, elles ont beaucoup de batterie, donc elles sont plus lourdes. Donc en fait, c'est un peu moins bon que ça quand même. Mais bref, on est à 6% de rendement, c'est délirant. Donc, voilà, la question, c'est de sortir un peu de ces choses délirantes et puis de revenir vers quelque chose de plus sobre, qu'on connaît un peu, et puis si possible,
qui nous fait faire un peu d'effort physique, d'exercice, parce que c'est ça aussi qui maintient en bonne santé, hein. Plutôt qu'après le boulot, aller devoir encore faire 1 heure de fitness, ben, pourquoi pas, pendant son déplacement, faire cet exercice. Là, on gagne du temps, là, c'est génial. Et on a eu la chance, il y a à peu près 1 année, tout juste pas 1 année, je crois, de faire le premier stage d'autoconstruction au Earthchef, comme il a été dit. Donc c'était super sympa. Et puis là aussi, on essaye de sortir du classique échange d'un objet contre une poignée de billets. Ça aussi, on n'est pas sûr que ça fasse partie de la solution. Donc autant faire un peu différemment, autant en profiter pour se rencontrer, pour faire ensemble, pour échanger, pour apprendre. Et c'était super sympa. On était une douzaine, je crois, hein. Il y a plein de personnes qui ont répondu présent sur un week-end. Alors nous, on avait préparé 2-3 pièces en avance, mais toutes ces personnes ont pu faire le châssis, la partie centrale du châssis sur le week-end. Certaines n'avaient jamais tenu une scie sauteuse. Elles étaient toutes contentes d'apprendre à faire des choses avec leurs mains. Il n'y a pas eu d'accident, tout s'est bien passé. Et le dimanche après-midi, on a eu la chance de pouvoir tourner sur la piste de course du collège à côté du Earthchef avec ce véhicule et tout le monde était très content. Donc là aussi, est-ce que en plus de juste acheter quelque chose, on peut pas apprendre à faire des nouvelles choses et quand on sait faire aussi soi-même, on sait réparer, on sait personnaliser si jamais on a d'autres besoins, tout d'un coup on se dit ah bah là, est-ce qu'il me faudrait pas un porte-gourde ou je ne sais quoi ou un coffre plus grand ou ce genre de choses. Tout d'un coup on fait ce qu'on appelle retrouver une certaine souveraineté sur son moyen de transport. Et ça, en fait, c'est la clé d'autonomie. Parce qu'on peut être autonome en ayant toute une installation très compliquée qui va nous purifier l'eau de pluie ou ce genre de choses, mais le jour où elle tombe en panne, on fait quoi? Est-ce qu'on sait comment ça marche et on sait réparer? Ou peut-être c'est pas une panne grave, ou etc. Ou est-ce qu'on doit tout de suite appeler quelqu'un d'autre? Donc voilà, l'autonomie, c'est aussi une autonomie sur la technique qu'on utilise. Et plus la technique qu'on utilise est complexe, plus ça va nous prendre longtemps à la comprendre. Donc, autant revenir à des choses plus simples. Mais bref, tout ça pour vous dire que ce véhicule qui se veut remplacer en partie la voiture, hein, parce qu'il ne pourra jamais rouler à 130 sur l'autoroute, on est d'accord, mais peut-être dans certains cas, peut-être dans une vie future qui sera quand même un peu différente, il trouvera sa place. Donc, comme je l'ai dit, il est autoconstructible, il est low-tech, il n'y a rien de très compliqué, il n'y a pas besoin de machines extravagantes pour le fabriquer. Il est en bonne partie fait de bois, parce que le bois est un matériau finalement génial, assez simple à travailler, et puis voilà, à adapter. Et puis si il y a quelque chose qu'on veut changer, ben on rachète un panneau de bois au magasin de bricolage, on va abattre un arbre dans la forêt, ou je ne sais quoi, on trouve et puis voilà, on peut refaire les choses soi-même. Et il est libre de droit, évidemment. Donc tout ça a été développé déjà il y a une quinzaine d'années par ses deux frères, avec une volonté de pouvoir le répandre. Donc chacune aujourd'hui peut télécharger les plans sur le site mosquitos.org avec un S à la fin. Et si cette personne se débrouille suffisamment, elle peut même en faire un elle-même. Mais voilà, à nouveau, c'est peut-être plus sympa de faire ça à plusieurs. Et il faut savoir que c'est avant tout destiné à remplacer la voiture au milieu rural, hein, parce que tout ce projet français attaque vraiment la question du milieu rural. En ville, en général, on a largement assez de transport public, les distances sont courtes, on peut les faire en vélo droit, il n'y a pas trop de problèmes, mais à la campagne, c'est là que les gens répètent systématiquement qu'ils ne peuvent pas se passer de la voiture. Donc c'est pour ça, c'est un véhicule assez bas, même si vous le voyez avec la protection, peut-être avec un toit rouge, on commencera à devenir un peu plus visible, mais on est quand même très proche du sol. Alors, c'est la réflexion qu'on fait d'habitude, hein. Oui, mais c'est dangereux au milieu des voitures. Oui, mais si on attend qu'il n'y ait plus de voitures pour faire quelque chose, ben on va attendre longtemps aussi. Donc, voilà. Il faut des gens un peu casse-cou, comme moi peut-être, qui prennent des risques mesurés pour aller de l'avant. Et sur la droite, donc vous voyez ce que je suis en train de développer. Donc le Earthchef est en train de développer quelque chose de différent et c'est génial parce que c'est le but que chacune et chacun s'approprie la chose. Il y a certaines choses qui sont complexes si on voulait tout refaire. Donc là, à part si on est vraiment compétent dans le domaine, il vaut mieux peut-être pas se lancer jusque-là, mais pour d'autres choses, voilà, pour une protection, là par exemple, ben, tant qu'on arrive à le faire, à l'accrocher dessus et faire que ça tient, ben, tout est possible.
Et le but par rapport à un vélo, ben, comme vous le voyez, c'est d'être plus confortable, d'être mieux protégé, d'être peut-être plus visible et de pouvoir aller nettement plus loin. Et pas plus loin que dimanche passé, je faisais mon premier 60 km avec et c'était super agréable. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Et, et je vérifie juste mes notes. Ouais, je crois qu'on parlera. Je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant, mais voilà, je réponds avec plaisir à vos questions. Donc, en clair, tu partages alors les résultats de notre questionnaire qui expriment ce manque d'alternatives aux véhicules lourds, surtout dans le milieu urbain au Luxembourg, qui est justement assez différent de la France. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir, veut commenter ou poser des questions? Oui, moi je veux bien réagir. Merci Laurence pour cet exposé. Je voulais juste dire que suite au cahier des charges qui avait été fait dans le cadre de la recherche citoyenne qu'on avait mis en œuvre, on avait eu à choisir entre différentes technologies, on va dire, de vélo. Et en fait, il y a pas mal finalement pas mal, j'exagère peut-être. Il y a quelques alternatives open source. Et en fait, ce qui nous avait intéressé dans le Mosquito, c'était deux choses. La première, c'était que c'était une communauté qui était en train de se constituer et en train de s'élargir. Donc nous, ce côté communautaire nous avait tout de suite intéressé. Et puis le deuxième, c'était justement la réflexion qu'il y avait sur la question de la réparabilité et du fait que les usagers puissent être complètement acteurs de leur vélo via la construction. Il y avait aussi beaucoup d'autres alternatives. Enfin, il y avait notamment, je pense à l'alternative XYZ, qui était aussi un vélo de ce type-là, mais qui nécessitait, qui était plutôt en aluminium, si je me trompe pas. Et donc, ça nécessitait toute une expertise pour le souder. Et il y avait beaucoup moins de possibilités il y avait beaucoup moins de modularité. Et donc, je trouve ça intéressant de voir comment est-ce que la communauté évolue. On est toujours sur le Discord, alors plus Jérôme que moi, mais et donc on suit les différentes discussions, les différentes personnes qui font des propositions d'amélioration, et c'est assez intéressant aussi en termes d'engagement et en termes de relations qu'on a à nos systèmes sociotechniques, quoi. Il ne s'agit pas juste d'aller au concessionnaire et d'acheter un véhicule. C'est un engagement qui est autrement différent et c'est un engagement qui, par définition, est citoyen. Merci, Tariq. Monsieur Fuchs a aussi levé la main. Je vous donne la parole. C'est gentil, mais il faut que ça ira. Le monsieur, on peut le laisser tomber. Ok, je laisse tomber le monsieur. Lorenzo, oui, merci beaucoup pour la présentation, pour le projet et pour voir comment ça a évolué et tout, et surtout aussi respect pour le mode de vie et le changement général. C'est toute l'histoire, elle est vraiment belle à entendre et ça fait plaisir de te rencontrer. Merci. Mathias? Oui, moi j'avais une question très pratique parce que la mobilité en milieu urbain, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je suis convaincu qu'on pourrait faire des distances beaucoup plus grandes en vélo ou avec des alternatives si là aussi on avait les infrastructures nécessaires. Ça, on le voit très bien que c'est souvent un problème d'infrastructure. Je pense que tous ceux qui ont déjà fait du vélo sur des routes nationales, ou que ce soit au Luxembourg ou en France, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut être un peu fou et avoir un peu de courage pour s'y mettre. Mais donc moi, ma question, c'était vraiment une question pratique. Donc le Mosquito, vous avez parlé de 60 km, on parle de quelle vitesse de croisière quand on se déplace comme ça en milieu rural?
Oui, merci pour cette question. Je vais y répondre tout de suite. Je voulais juste compléter ce que j'ai dit avant pour vous dire que l'année passée, en plus du stage au Luxembourg, on en a fait 5 autres. Un en Allemagne et puis les 4 autres en France. Et puis il y a une dizaine de mosquitos qui ont été construits au total. Et qu'aujourd'hui, tous ces mosquitos réunis ont parcouru bientôt 1500 kilomètres. Mais j'ai fait une bonne moitié. Voilà. Mais après, pour répondre à votre question, dans quelle vitesse de croisière? En fait, moi, je suis en train de m'entraîner. C'est un peu spécial parce que là aussi, je suis en train de changer complètement mes habitudes. Moi, j'en suis venu au Mosquito aussi parce que je suis le premier client, hein. Je viens de Suisse et puis quand je vais voir des amis ou la famille en Suisse, il n'y a aucun transport public décent qui va là où je dois aller. En train, ça mettrait 6 heures alors que je suis à 80 kilomètres de mon but. Donc voilà, c'est pas acceptable, hein. Ce qui est possible, ce que j'ai fait, ce que j'ai beaucoup fait jusqu'ici, c'est prendre le vélo avec une petite remorque pour mettre mes bagages, parce que j'ai quand même vite 10 kilos de bagages à transporter, et puis un vélo. Bon, moi, j'ai des vieux vélos de route, donc j'ai pas de sacoche, voilà, pour la remorque. Après, je fais 40 km en passant un col à 1250 mètres d'altitude. Bon, je suis à 900 mètres, hein, mais voilà, c'est sportif. D'ailleurs, à l'époque, j'avais rajouté un moteur sur mon vieux vélo de route parce que c'était quand même plus agréable. Et après, je prends le train parce que côté suisse, ben voilà, le réseau ferré est très développé. Et puis là, j'ai une petite gare une fois que j'ai passé la frontière. Et c'était quand même assez peu confortable. Donc, petit à petit, je suis mis à chercher des alternatives. Et puis, le vélo couché ou le tricycle couché m'intéressait beaucoup. Puis, quand je suis tombé sur ce modèle, il m'a tout de suite séduit par sa technique et le potentiel qu'il y avait derrière. Donc, c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Et fin avril, on participera au salon des vélos spéciaux au-dessus de Bâle, le Spezi en Allemagne. Et mon défi, c'est d'y aller en mosquito, c'est-à-dire à 260 km. Donc je ne ferai pas ça en une journée, mais en 2 jours. Et du coup, je m'entraîne à pédaler. Et tout ça pourquoi? Pour vous dire que actuellement, je m'entraîne donc sans assistance électrique et mes 60 km, je les ai fait quasiment sans assistance avec une moyenne de 20 km/h. Donc c'est pour ça que je vais assez lentement, hein, mais si j'avais mis l'assistance, j'aurais sans doute pu rouler à 30 km/h à peu près. Voilà. Ce qui reste beaucoup plus faible qu'une voiture. Mais il ne faut pas oublier qu'une voiture, d'autant plus en ville, elle passe un bon moment à accélérer, à décélérer, à être arrêtée. Donc quand on calcule la vitesse effective d'une voiture, on est bien loin de la vitesse de pointe aussi en général. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Merci. Nico, tu veux intervenir, je t'en prie. Oui, c'est un beau projet en fait que tu as et je voulais juste faire une remarque avec ce que tu viens de dire qu'il allait à 30 km/h. Et en fait, moi, pour tous les kilomètres que je fais le matin, je crois que ma moyenne en voiture est de 30 km/h. Ah, très bien. Donc, c'était juste une petite remarque. Merci. Mathias, est-ce qu'on passe à la 4e thématique, l'urbanisme? Oui, tout à fait. Allez, on y va. Voilà, donc bon, je me présente rapidement. Donc, je suis architecte urbaniste ici au Luxembourg. Donc, ça fait 25 ans que je suis indépendant. Et voilà, la mobilité douce, c'est un peu mon dada, on va dire, hein. Donc, il y a même des bourgmestres, quand ils me voient, la première question qu'ils me posent, c'est: t'as pas encore supprimé des places de parking? Euh, Voilà, donc ça, c'est un peu ce qu'on essaye de développer au bureau. C'est de mettre l'accent un peu sur la mobilité douce dans nos projets d'urbanisme, mais pas uniquement, aussi dans nos projets d'architecture. Et c'est, voilà, moi je suis convaincu que la seule solution pour y arriver, c'est de supprimer progressivement l'origine de la voiture, c'est-à-dire les places de stationnement chez les gens, dans leur domicile, dans les résidences, mais aussi dans l'espace public. Et donc ça, c'est un long combat qui, surtout au Luxembourg, ne trouve pas encore vraiment d'écho ni vraiment d'enthousiasme, mais je pense qu'à terme, c'est quand même la seule raison. Parce que ce n'est pas seulement une question
de places de parking, c'est aussi une question de durabilité de la construction. On a des sous-sols qu'on remplit de voitures qui, à terme, ne serviront presque plus à rien, puisqu'à un moment donné, quand même, la voiture individuelle, pour moi, c'est quand même un mode de transport qui va disparaître à terme. Pas tout de suite, ça prendra du temps, mais je pense que vraiment, comme on le connaît maintenant et comme on l'a connu les 50 dernières années, ça va quand même diminuer. Donc, je vais essayer de vous partager un GIF parce que je voulais justement aussi, je ne sais pas si j'arrive à... J'arrête le partage alors, hein, je pense. Je vais essayer de faire ça dans les messages. Je ne sais pas si ça marche. Ah, ok. Sinon, tu peux le partager sur l'écran, ce sera peut-être mieux. J'arrête juste mon partage et tu Je vais partages le essayer. tien. Ouais. Je vais essayer. Qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, je ne sais pas si ça va marcher parce que est-ce que vous voyez l'écran? Oui, oui, ça marche. J'aime beaucoup cette animation parce qu'elle montre aussi l'espace que prend la voiture finalement dans l'espace public. Oui, donc là, c'est 200 personnes dans des voitures. Là, c'est sans les voitures. Là, c'est sur des vélos, sur des bus et sur un tram ou un train léger. Donc, je trouve que ça illustre très, très bien la situation actuelle. Et donc, quand on parle de rendement, donc de rendement de la voiture qui est de 2% ou de 6%, il y a aussi un gros souci de consommation de l'espace public, en fait, qui appartient à tout le monde et qui est quand même essentiellement occupé par des voitures. Ce qui amène aussi d'autres soucis, évidemment, puisque c'est essentiellement des surfaces scellées, donc imperméables, donc ça engendre aussi énormément de problèmes de récupération des eaux de pluie, les nappes phréatiques et ainsi de suite. Donc c'est vraiment là le propos, en fait, c'est de vraiment trouver des solutions, comment on peut réduire la place de la voiture dans les projets urbains et dans les projets d'architecture. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, notre combat quotidien. Euh, et après, quand on voit un peu ce que les gens expriment au niveau des questions, je pense que tout le monde aspire à des villes ou même des villages où la place de la voiture serait un peu moins importante, avec tous les bénéfices que ça peut avoir aussi sur simplement le milieu dans lequel on vit. Je pense que ici au Luxembourg, on a encore une culture assez peu développée de tout ce qui est aménagement extérieur. Quand on voit des projets en France ou en Allemagne ou dans d'autres pays, il y a vraiment une attention de plus en plus importante qui est vraiment portée aussi aux espaces verts. Et ici au Luxembourg, on commence maintenant tout doucement à aller dans ce sens, mais il y a encore du chemin à faire. On se heurte souvent, et ça, je dirais, c'est malheureusement une des spécificités luxembourgeoises. On aime bien les choses propres et pratiques, hein, donc, et on le voit, que ce soit des aménagements pour les communes ou même, mais aussi les particuliers, les promoteurs privés. Donc, idéalement, pas trop d'entretien, nettoyage facile. Et évidemment, la nature, c'est tout le contraire, hein. C'est beaucoup plus complexe à entretenir que des pavés ou des dalles béton. Mais voilà, donc ça, il faut quand même qu'on s'oriente vers ça parce que c'est pas seulement des questions esthétiques ou d'aspect, c'est aussi des questions de gestion du climat. Nos villes vont devenir invivables si on continue dans cette direction. Et ça, c'est si on additionne les voitures, la pollution, les surfaces imperméables et ainsi de suite, ben, c'est l'enfer programmé. Donc, je pense que
on a tous intérêt à développer un urbanisme beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus proche de la nature et beaucoup plus conscient aussi de tous les, je dirais, de tous les aspects nocifs de ce qu'on a fait depuis très longtemps et de ce qu'on fait encore beaucoup. Voilà, je pense que oui, c'est toujours un peu la même question, hein. C'est tout le monde est partant, sauf chez lui, en fait. Donc, et c'est un peu la même chose pour la mobilité douce, c'est que tout le monde trouve ça génial, sauf quand il faut le faire soi-même. Donc, d'un autre côté, on peut pas non plus être comme vous avez dit aussi, on peut pas tout le temps être dans la punition ou dans la culpabilité, mais euh, je pense qu'il faut tout doucement quand même que chacun se pose un peu les questions euh, au quotidien, simplement, et peut-être, bon, Lorenz, il nous a vraiment, je dirais, exposé une vie très, très heureuse et très durable. Je ne pense pas que tout le monde soit prêt à faire ces sacrifices, ou ce ne sont probablement pas des sacrifices, mais perçus comme tels. Mais je pense quand même que tout le monde peut commencer. Et moi, je dis toujours, j'essaye de dire ça à mes clients ou quand je fais des conférences, la prochaine fois que vous faites un trajet, posez-vous la question si vous avez vraiment besoin de prendre la voiture. Et je pense qu'ici au Luxembourg, c'est encore plus vrai qu'ailleurs. Les chiffres qui datent maintenant de 2018, mais qui sont, à mon sens, encore justes, c'est quand même que plus que 80% des trajets au Luxembourg sont faits en voiture, hein. Donc ça, c'est énorme. Et presque 60% des trajets domicile-travail de moins d'1 kilomètre sont faits en voiture. Donc vous vous rendez compte, c'est incroyable en fait. Donc après, je rejoins le monsieur qui doit faire tous les jours 50 kilomètres et oui, ben, on le sait tous, hein, ça prend des heures et des heures. Ça fait 3 heures d'embouteillage par jour. Ça fait 3 heures par jour qui sont en fait qu'on pourrait consacrer à autre chose. Si on calcule ça à l'année, c'est énorme, hein, euh, voilà, donc là, euh, je pense qu'il n'y a pas une réponse à tous ces problèmes. Il y a vraiment, il faut analyser ça de façon vraiment beaucoup plus globale. Et je pense que euh, on le voit aussi, tout ce qui est transport commun. Bon, maintenant, on a réinvesti dans le tram, mais en fait, on avait un tram. Et pourquoi est-ce qu'on l'a enlevé? Et par exemple, un chiffre que je trouve aussi assez parlant, c'est que, bon, ça, j'ai les chiffres pour la Belgique, mais dans d'autres pays, en France et au Luxembourg, c'est pareil. En 1930, vous aviez le réseau ferré en Belgique qui représentait 5200 kilomètres approximativement, hein. Donc, et actuellement, on est à 3600 kilomètres. Donc, ça fait une réduction presque de la moitié. Et donc, ça veut dire aussi que le train avant, c'était vraiment aussi un élément de mobilité qui permettait aux gens d'accéder partout, en fait. Et ça, on l'a complètement perdu. Je pense qu'il y a maintenant des exemples qui commencent où il y a d'anciennes lignes de chemin de fer qui sont remises en service. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment, il faut combiner en fait tous les moyens pour donner aux gens vraiment la possibilité de se déplacer de façon beaucoup plus simple. Et c'est ce que Lorenz disait aussi. On ne peut pas prendre 6 heures de train pour faire 80 kilomètres. Les gens n'acceptent plus ça aujourd'hui. Donc, il faut vraiment, je dirais, jouer sur tous les tableaux. Et ça participe aussi, l'urbanisme participe énormément à ça. Parce que si l'urbanisme est adapté à des déplacements, à de la mobilité douce, les gens sont incités aussi à le faire. C'est pareil pour... quand vous avez votre voiture qui est garée dans votre sous-sol, que vous prenez l'ascenseur pour aller dans la voiture,
forcément, vous êtes beaucoup plus enclin à la prendre que si la voiture est garée à 300, 400 ou 500 mètres. Donc là aussi, c'est des petites choses, mais il faut absolument qu'on commence à mettre ça en place. Et surtout aussi en vue de, enfin, moi je suis persuadé que le besoin en stationnement va vraiment décroître. Et donc on pourrait aussi faire beaucoup plus de parking collectif, regroupés à des endroits stratégiques et qui permettrait aussi plus tard, quand on aura moins besoin, de les réhabiliter pour autre chose, d'en faire des logements, des bureaux, ou de les démonter et de les remonter ailleurs. Donc il y a énormément de pistes, mais je pense que c'est un effort collectif qu'il faut faire. Tout à fait. Je propose, s'il n'y a pas de questions, je ne sais pas, de donner la parole à Fuchs, parce que lui aussi est quelqu'un de très engagé dans cette thématique et il nous a rejoint spontanément et j'aimerais bien lui donner aussi un espace pour qu'il nous explique ce qu'il fait au Luxembourg. J'ai des remarques à faire avant de donner la parole à Fuchs, si vous voulez bien. Bien sûr, oui. Vas-y. Bien sûr. Merci, Monica. Oui, donc merci pour cette intervention très centrée sur la question de l'urbanisme et plus particulièrement des infrastructures. J'avais une remarque tout de même complémentaire liée au fait que ces 50 dernières années, on est entré de plein pied dans la civilisation de l'automobile. Et la civilisation de l'automobile, elle repose aussi sur quelque chose qui n'a pas encore été abordé dans nos discussions, c'est la question de la solution pavillon, la solution qui est l'idéal en termes d'habitat, qui repose sur une maison individuelle, 4 façades, et qui du coup demande d'être de plus en plus éloigné des centres urbains, et donc donc cela nécessite un recours à la voiture. Et donc il y a aussi tout un pendant de cette question qui relève aussi de comment est-ce qu'on fait le design de nos villes, comment est-ce qu'on on fait en sorte de rapprocher les zones d'activité et les zones d'habitation. Et c'est aussi une question qu'on va nous adresser dans notre programme de 2025, parce que pour nous, ces deux questions sont reliées. On ne peut pas travailler correctement sur la question d'une mobilité soutenable si en même temps on ne fait pas la promotion d'habitat collectif, de nouveaux rapports à la ville et de nouveaux rapports à l'habitation. Voilà, je voulais juste un peu apporter ce complément qui me paraissait intéressant parce que les thématiques ne sont pas déliées les unes des autres. Elles sont aussi, c'est une question qui s'interpénètre avec la question de l'habitat, mais aussi avec la question de l'alimentation. Et donc, je trouve ça intéressant d'amener ces différentes dimensions et de montrer qu'elles se croisent. Voilà. Oui, Laurence veut réagir et puis Mathias peut peut-être tout de suite entamer la réponse après. Oui, je vais faire très vite, navré, mais je me permets de réagir. J'ai vu une vidéo dernièrement, sans doute d'un autre urbaniste, qui expliquait que si on voulait que tout le monde se déplace en voiture à Paris, il fallait raser Paris pour faire un parking. Donc voilà, ça montre un peu l'absurde que de toute façon, il faut autre chose, hein. Après, je prétends pas avoir la vérité, et puis tant mieux si vous n'êtes pas d'accord, mais je me questionne de plus en plus sur l'antithèse que serait la ville durable. Parce que la ville, en fait, c'est une manière d'élever l'humain hors sol. Et finalement, le problème, c'est qu'on a tellement d'humains au mètre carré qu'on est obligé de bétonner. Sinon, on marcherait continuellement dans la boue. En plus, on a besoin d'égouts. Et puis de toutes sortes de choses, ce que j'ai pas chez moi, hein, donc voilà. Donc moi, en étant moins dense, après on rentre dans les questions démographiques qui sont très larges, mais voilà, je jette cette question voilà sur la table, comme ça, elle n'a pas besoin il y aura sans doute pas de réponse ce soir. Et puis j'aimais aussi beaucoup cette remarque qui disait oui, mais garons la voiture un peu plus loin. Et ça, c'est vraiment une réflexion que j'essaie d'appliquer de plus en plus, qui est que polluer doit devenir pénible. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup trop facile.
Mais si voilà, déjà, on doit faire plus d'efforts pour le faire, et ben, on le fera moins. Voilà, j'arrête là. Merci, Lorenz. Mathias. Et après, Fuchs, tu enclenches. Oui, non, mais enfin, je rejoins tout à fait ce qui a été dit euh, sur l'importance de voir le problème dans sa globalité. On le voit on est encore souvent dans un urbanisme assez euh, oui, figé. En fait, on le voit dans nos PAG, surtout que bah, on est toujours dans cette logique de zones différentes. Il y a des zones d'habitation, il y a des zones mixtes, il y a des zones éco, il y a des zones à droite, à gauche. Et alors que finalement, à part effectivement encore quelques industries, euh, souvent toutes ces zones, c'est quand même du bureau, en fait, c'est du tertiaire. Et on pourrait beaucoup plus avoir un mélange entre le bureau et le logement. Je prends, enfin, il y a des exemples au Luxembourg, on en trouve à l'appel, mais un que je connais particulièrement bien parce qu'on a nos bureaux là, c'est l'ancienne Cloche d'Or. C'est vraiment, vous êtes en plein cœur de la ville. Vous avez des bus, vous avez maintenant le tram qui est à 5 minutes à pied. C'est accessible en vélo. Vous êtes adjacent à un quartier d'habitation et on a des boîtes qui font un étage. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas construire 4 étages de logement là-dessus? Donc, ce serait d'abord une façon assez élégante de créer du logement sans consommer plus de foncier, parce que ça, c'est un autre problème. Le foncier, il n'est pas extensible non plus. Surtout au Luxembourg, hein, on a quand même des frontières assez proches. Et en plus, si on va un peu plus loin, ce serait aussi une possibilité de créer du logement beaucoup plus abordable. Parce que si vous rajoutez 4 niveaux de logement sur du terrain où le foncier est déjà amorti depuis 20 ou 30 ans, vous pouvez peut-être aussi mettre du logement sur le marché où l'incidence terrain ne rentre plus en compte. Tout ça, c'est évidemment, à ce moment-là, il faut un peu légiférer pour limiter l'appétit pécunier des acteurs, mais tout ça, c'est quand même envisageable parce que, je veux dire, surtout en ville, maintenant, l'incidence terrain, on tourne autour des 4 500 € du mètre carré. Hein, donc, c'est ce qui est énorme. Donc, vous imaginez déjà, vous enlevez ça du prix d'achat. Je pense que beaucoup de gens auraient déjà plus facilement accès à un logement, donc pourraient peut-être aussi habiter plus près de leur travail. Parce que bon, il y a évidemment le problème des frontaliers, mais je pense que beaucoup de frontaliers seraient peut-être aussi très contents de se loger au Luxembourg si c'était possible. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a eu un jour des statistiques ou des choses comme ça là-dessus. Euh, Parce il y a des gens, il y a une partie des gens qui disent toujours, mais de toute façon, les frontaliers ne veulent pas venir au Luxembourg. Et puis, il y en a d'autres qui disent, mais les frontaliers ne veulent pas venir parce qu'ils peuvent pas se le permettre. Donc, moi, j'ai pas la réponse. C'est aussi une question que je lance un peu comme ça, mais qui serait intéressant quand même de poursuivre. Merci. Fuchs, tu as pas beaucoup de temps qui te reste, mais s'il te plaît, présente quand même ton projet. Ça serait dommage que tu ne le fasses pas. Très aimable. Merci beaucoup. Et merci aussi à tout le monde pour l'input qui a été mis jusqu'à maintenant. Je pense qu'il y a le problème, il a été très bien résolu, ce que la voiture a fait de notre vie et comment comment on est impacté au jour du jour avec ce problème monstrueux quand même. Ouais, donc j'ai entendu parler de cette soirée que j'ai cru qu'elle allait passer dimanche et je suis très last minute, donc j'ai pas vraiment trop préparé mon discours ou même une présentation. Je peux montrer quelques photos, un peu expliquer comment ça s'est passé et après. J'arrête mon partage, comme ça tu peux faire le tien tout de suite. Merci. Voilà. Attends. Une seconde.
Ouais, ça se voit. Cette vidéo est en pause en raison d'un problème avec le réseau. Chez moi, ça va bien, oui. Voilà. Vous voyez, ouais, on se voit. On voit ton écran, mais on ne voit pas forcément ce que tu veux nous montrer. Ah, voilà. C'est Super. bon. Voilà. C'est bon. Super. Voilà, je vais faire très court. Je m'intéresse à l'acier de hier pour la mobilité de demain. Donc, moi, c'est Fuchs, c'est mon nom d'artiste. Je suis né au Luxembourg, j'ai fait mon lycée, mon école au Luxembourg, puis je suis allé en Angleterre faire un bachelor là-bas, et puis j'ai fait des études, non, plutôt j'ai travaillé dans le marketing et dans le design. Voilà, juste 2-3 choses que j'ai faites au début de ma carrière. J'ai très vite compris que non, je me suis très vite intéressé. Après, ouais, voilà, je parle. Plus le français, c'est pas mon. C'est. Tu veux le faire en luxembourgeois? Vas-y, comme ça, on aura quand même dans cette soirée. Tout le monde, je pense, comprend. Lorenz, Yes. tu t'en sors un petit peu? En allemand, si vous voulez. Bah, ça ressemble. Auf Comme Deutsch tu geht veux, auch. Wolfgang. Nee, auf Lützeraugich, ich probiere. Ja. Nico, ça ira Ist pour bien. toi? Oui, Nein, oui, okay. oui. Nico est d'accord. Vas-y. Genau, schon ganz frei am meinem Leben verstanden, dans welcher Situation man als befanden, was Klima angeht, was Biodiversität angeht. Et j'ai très vite compris qu'il fallait voir au sens large. Et ganz schnell zwei Punkte definiert. Einmal als Surkonsommation, als Gesellschaft. Die matériaux, wo die hier kommen, wie die produziert, wie die umgesetzt gehen, aber was dann nur damit geschieht. Il y a un truc les gens ne s'intéressent pas d'où viennent leurs produits et où ils vont. Ils ne s'intéressent que le temps du milieu. Et j'ai commencé un peu à m'intéresser à cette question. Et grandissant au Luxembourg, ben ouais, et à la bagnole, quoi. On est en Europe, on a le parc d'automobiles le plus cher, le plus gros, le plus lourd et le plus par habitant. C'était exactement, je crois que c'est 600 ou 700 voitures par 1000 habitants. D'où la question du urbanisme, la question de la place que ça prend, la question du temps qu'on passe à polluer dans les bouchons, etc., etc. Et j'ai très vite voilà, il y a 4 ans, c'est la première fois que je me suis retrouvé sur un cargo vélo, qui pour moi, je sais pas, il y a une idée qui a sauté, il y a un truc j'ai senti le changement que cet objet, ce moyen de transport peut amener au niveau urbain, peut-être un peu outre-urbain, mais c'est plutôt quand même à l'intérieur des villes, la liberté que cet engin donnait. Et ouais, en fait, l'histoire de ce que j'ai fait maintenant est sortie de là que je voulais un cargo, mais que je n'étais pas prêt à payer 6 000 € pour un produit qui a été fabriqué avec de l'aluminium neuf, cadre produit en Asie et ramené par bateau pour être vendu ici à des prix délirants. Parce que pour 6 000 €, je peux autant bien trouver une voiture d'occasion, ou du moins je ne voyais pas cette relation, pourquoi comment ça devrait coûter aussi cher. Tu n'es pas le seul, je partage. Et donc, en fait, voilà, on a avec un ami ingénieur, on a trouvé des plans de fabrication en ligne. Et au lieu de s'acheter quelque chose, on s'est mis à le fabriquer nous-mêmes. Et la devise de base, c'était qu'on ne voulait pas acheter du matos. Donc, on a un peu commencé à expérimenter. On a fabriqué 2-3 prototypes. Et de là, c'est passé un espèce de snowball effect. Il y a quelqu'un qui a entendu du projet, qui trouvait ça intéressant, qui voulait un vélo. Nous, qui ne pouvions pas vendre un vélo, on a
vendu une pièce d'art. Et de là, ouais, il y a plein de choses qui sont passées. On a produit plein de pièces d'art différentes. On a, au lieu donc, au lieu de réinventer la roue ou de réinventer le cadre, on a essayé de réinventer la façon dont il est fabriqué, ou du moins d'où la matière de base, elle revient. Et donc, on récup 99% du métal qui est utilisé. Voilà, et on fait deux choses. La première, c'est vraiment le développement d'un procédé de fabrication. Développement d'un procédé de fabrication. Voilà, déjà le sourcer du matériel, après comment le fabriquer et après comment le faire un marketing dans une économie circulaire. Et l'autre aspect, c'est qu'on donne aussi des workshops, DIY Build Your Cargo Bike. Bon, ici, c'était pas un cargo, mais c'était une remorque à Facilitech, à Esch, en 2023. Et avant ça, on en avait fait un en 2022 à Veva, à Dudelange. À Dudelange. Genau. J'ai un peu perdu le fil. Tranquillement, c'est très intéressant. Merci, Fuchs. Vas-y, tu as la parole. Ouais, voilà, je vais pas trop parler du vélo cargo parce que le vélo cargo, c'est juste un aspect d'un problème, d'une situation beaucoup plus globale. Moi, je pense que le cargo, pour moi, je trouvais ça super intéressant comme objet final et super intéressant de questionner d'où vient le matériel. Mais voilà, nous, on pose ou on essaye. Voilà, pardon. Donc, ce que je voulais finir, c'est que l'année dernière, on a créé une SIS au Luxembourg, donc une société à impact sociétal. On est en fait en réaménagement visuel avec Nico qui est présent aujourd'hui. Et on essaie de s'implanter plus, ou du moins, s'implanter au Luxembourg et essayer de monter un atelier ici, de réamener une industrie au sens large, pas une industrie, une industrie à impact faible, dans un pays qui détient quand même plus de gagnants de Tour de France que la Hollande et l'Allemagne combinées. Voilà, c'est le but de cette année et de l'année prochaine. Merci pour d'avoir pu participer aussi, improviser. C'est plaisir d'entendre tous ceux qui étaient là aujourd'hui et de voir ce que vous faites et ouais, je pense que niveau mobilité douce et mobilité électrique, on a des belles années devant nous. Et ouais, j'ai hâte de parler avec vous tous ce soir. Merci. Merci beaucoup, merci. Alors, notre petit échange arrive à sa fin. Un très, très grand merci à tous. On va donc publier cette vidéo et on va aussi, n'hésitez pas à la partager aussi dans vos réseaux. Et EarthShop va revenir vers vous pour continuer cette collaboration et continuer à rêver ensemble. Et je serai très heureuse de vous voir aussi dans d'autres circonstances. Merci à tous. Nico, tu as levé la main, tu as la parole. Oui, je voudrais remercier aussi tout le monde. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est que en fait, c'est pas de la contestation là, mais c'est de la proposition. Dans tous les cas, c'est un élan vers l'avenir, je trouve. Et tous les projets étaient vraiment très beaux. Et ce que j'ai pu apprendre et ce que j'ai bien aimé aussi, c'était le petit JPEG là qui était très démonstratif quand on voyait la surface qui était prise par toutes les voitures. Merci à tout le monde. En tout cas, c'était très bien. Merci. À bientôt tout le monde et on reste en contact. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Adi, merci. Alle